Bonjour, Édouard Philippe. Bonjour. Et merci, Monsieur le Premier ministre, de répondre aux questions de la rédaction d'RCI Martinique au premier jour de votre déplacement aux Antilles françaises. Il fait suite, on le sait, au passage dans la région des cyclones Irma et Maria, qui ont sévèrement frappé, on le sait, plusieurs îles, et notamment Saint-Martin, où vous allez vous rendre. D'ailleurs, vous aurez l'occasion d'assister à la rentrée scolaire lundi. 140 des 800 enseignants de l'île, nous dit-on, ont quitté Saint-Martin après Irma. Ils n'ont jusqu'ici pas repris leur poste, une situation qui a choqué la ministre des Outre-mer. C'est exprimé d'ailleurs sur RTL. Non, c'est pas du tout ça. Pardon de vous interrompre. Mais c'est comme ça que ça a été présenté. Ah bah peut-être, oui, mais c'est pas du tout la réalité. Allons-y. La réalité d'abord, c'est que lorsque les phénomènes climatiques de l'ampleur sans précédent ont frappé les îles, les fonctionnaires ont fait face. Si la sécurité et l'ordre public ont été rétablis dans des circonstances qui étaient difficiles et délicates, c'est parce que des policiers, des gendarmes, des fonctionnaires donc, sont venus et ont rétabli l'ordre. Si les services de santé ont pu très rapidement repartir pour répondre à une demande qui était considérable, c'est parce que des agents de l'État, des agents des collectivités territoriales aussi, et puis aussi des volontaires, s'étaient mobilisés pour faire en sorte que la continuité de l'État et l'ordre public soient rétablis. Et donc moi je ne laisserai pas critiquer ceux qui ont été remarquables pour faire face à l'urgence, et je le dis comme je le pense. On parlait là des enseignants. Oui, mais c'est la même chose pour les enseignants. Ce qui est vrai, c'est que ces agents publics, ces fonctionnaires, ceux qui étaient sur place, ont vécu, parfois dans leur chair, une situation dramatique. Et chacun peut comprendre, humainement, que celui dont la femme et les enfants, ou dont le mari et les enfants ont eu à connaître cet événement, puissent avoir besoin de repartir. Et on peut parfaitement comprendre qu'au lendemain des événements, des agents publics aient souhaité réinstaller, pour un temps provisoire, mais néanmoins réinstaller, soit en Martinique et en Guadeloupe, soit éventuellement en métropole, ceux qui vivaient avec eux et leur permettaient d'exercer leur mission. Tout à fait. La situation est aujourd'hui totalement différente, puisqu'aujourd'hui l'urgence est derrière nous. Nous ne sommes plus dans la gestion de l'urgence, nous sommes dans la reconstruction. Et la reconstruction, c'est notamment la reconstruction des écoles et la rentrée scolaire. La situation que nous observons au jour de la rentrée scolaire, nous sommes samedi, lundi prochain, c'est qu'il y a, je crois, 10 ou 15, entre 10 et 15 personnels de l'éducation nationale qui manquent à l'appel. C'est-à-dire bien moins que ce qu'on a dit. C'est-à-dire un chiffre totalement marginal. Voilà. Donc, je n'aime pas les mises en cause. Je pense qu'il faut être à la fois précis et exigeant. Il faut être précis et dire quel a été le rôle admirable des fonctionnaires dans la gestion de l'urgence et de la crise. Et il faut aussi dire que le rôle de l'État, et le rôle des collectivités territoriales aussi, c'est d'assurer la continuité du service public, la permanence de l'autorité de l'État, et que donc il est une mission indispensable que les fonctionnaires doivent remplir, même quand c'est difficile, même si c'est difficile, et justement parce que c'est difficile. Et pour ces 10-là, des mesures coercitives ou punitives, non? On verra. Il y a parfois des situations. Exactement. Je ne peux pas faire une règle générale. Je ne sais pas ce qui motive le fait qu'ils ne sont pas là. Il y a peut-être d'excellentes raisons. Peut-être sont-ils en arrêt maladie parce qu'on a constaté. Encore une fois, je déteste, et je pense que nous devrions tous détester, les jugements à l'emporte-pièce qui jettent à la vindicte populaire des cas dont on ne sait rien. En tout cas, cette précision était importante, Monsieur le Premier ministre. Cela dit, face aux aléas climatiques que connaissent nos régions, que vous ont appris ces successions d'ouragans majeurs quant à leur impact humain, économique, social et écologique? En d'autres termes, quels enseignements vous tirez? C'est vrai que vous n'étiez pas tout de suite après, comme le Président de la République, sur place, mais vous avez vu des images et vous êtes venu sur place, vous commencez à le faire. Il me semble qu'une chose est certaine, nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé. Tous ceux qui, prétextant l'urgence, se fondant sur l'impatience, parfois légitime, des populations qui vivent sur l'île de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, utiliseraient cette impatience légitime pour dire « nous devons nous dépêcher » et au fond refaire comme avant, le plus vite possible. Tout cela, à mon avis, commettrait un manquement grave au bon sens et à la raison, puisque nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé. Tout indique que les événements de cette nature vont être plus fréquents, plus intenses et plus imprévisibles. C'est ce que disent les scientifiques, c'est ce que disent les spécialistes des phénomènes météorologiques,
Et je pense donc que nous devons intégrer cette quasi-certitude dans nos plans. Et concrètement, ça devrait se traduire comment ? Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme avant et donc qu'il faut intégrer dans les documents d'urbanisme l'ensemble des prescriptions relatives à la prise en compte des risques de submersion, des risques sismiques, des risques liés au cyclone. Ça veut dire que nous devons penser l'organisation future des réseaux, d'électricité, d'eau, de traitement des eaux, de télécommunications, les constructions collectives et individuelles, avec cette idée simple que nous devons nous préparer au prochain événement de ce type, et surtout pas imaginer qu'il n'arriverait pas. Et quand je dis ça, j'ai parfaitement conscience que je suis susceptible d'agacer ceux qui voudraient qu'on construise très vite, pour pouvoir profiter très rapidement de la prochaine saison touristique, pour pouvoir offrir quelque chose qui relève de ce qui existait avant. J'entends cette éventuelle insatisfaction et cette impatience. Encore une fois, je ne la conteste pas. Je dis simplement que nous commettrions une erreur si nous ne prenions pas en compte la situation nouvelle qui découle de ces événements climatiques. Un mot du RSMA, vous y étiez ce matin, c'est le thème de la jeunesse qui est en cause dans ce déplacement aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il me semble que souvent, lors des visites ministérielles, c'est une étape obligée. Vous considérez, après y être allé, que c'est justifié ? Je ne sais pas si c'est une étape obligée, et si je me suis rendu sur place, ça n'était pas parce que j'avais le sentiment que je devais le faire, c'est parce que j'avais envie de le faire. Pour plein de raisons. D'abord parce que il se trouve que mon passé, le fait que j'ai moi-même effectué mon service militaire quand j'étais plus jeune, fait que j'ai un respect immense pour la chose militaire et pour les hommes et les femmes qui servent sous les drapeaux dans l'armée française. La deuxième chose, c'est que les résultats obtenus par ce dispositif de service militaire adapté sont remarquables. Ici, à la Martinique, près d'1 millier de jeunes gens, parfois en situation d'échec scolaire évident, parfois en situation d'avoir des conduites addictives ou des comportements liés à des addictions, parfois en rupture complète et avec leur famille et avec la société en général, trouvent dans ce service militaire adapté un cadre, des compétences, un encadrement qui leur permet de rebondir et qui leur permet ensuite, dans des proportions très importantes, de pouvoir avoir accès soit à une formation, soit à un emploi. Ce sont des résultats exceptionnels. Quand quelque chose fonctionne avec des résultats exceptionnels, la moindre des choses, c'est d'aller y voir et de le dire. Et ce que j'ai vu aujourd'hui a confirmé ces excellents chiffres. Il y a là un dispositif qui est tout à fait remarquable et qui doit évidemment nous faire réfléchir sur l'éventuel développement de ce dispositif. Très bien. Les assises de l'outre-mer, vous allez ce soir lancer des assises après la Guyane avec le chef de l'État. Le chef de l'État, justement, qui a esquissé en Guyane la philosophie, le cadre et autres, la méthode, il a parlé d'une nouvelle page de la relation entre l'État et l'ensemble des territoires. Dans ce cadre-là, vous allez rencontrer, donc, vous avez parlé du tourisme. Cela dit, le tourisme, ça inquiète un certain nombre de professionnels. Des parlementaires se sont associés à eux pour considérer qu'il fallait peut-être faire un véritable choc de compétitivité en la matière, appelant notamment à augmenter en quelque sorte le niveau du CICE. Vous savez, le CICE Outre-mer, il se trouve que le CICE a été supprimé récemment. Non, pas du tout. je suis confus, mais l'objectif, c'est pas de supprimer le CICE. Ça a été remplacé par quelque chose. L'objectif, c'est de le transformer par une baisse de charges salariale qui intéressera tous les employeurs et qui est utile parce qu'elle sera générale pour tous les employeurs. Mais j'entends ce qui est dit ici, comme parfois sur d'autres territoires, sur la nécessité de baisser le coût du travail, ce qui serait un élément de la compétitivité en matière touristique. Permettez-moi d'indiquer que c'est probablement vrai, mais c'est assez largement incomplet. J'ai la conviction qu'en matière de développement touristique, c'est moins le coût du travail que la qualité du travail qui paye. La qualité des infrastructures publiques, c'est vrai, mais aussi privées. Comment est-ce qu'on investit ? Comment est-ce qu'on modernise l'offre touristique, les hôtels ? On est ici à la Martinique dans une zone, dans une région où la concurrence touristique est très forte. Eh bien, pour pouvoir être fort dans cet environnement concurrentiel intense, il faut qu'il y ait des investissements privés, il faut qu'il y ait des investissements publics, il faut qu'il y ait une qualité de service, d'accueil, de sourire, d'adaptation, de souplesse. Tout le monde sait, dans le monde du tourisme, que ça compte au moins autant que la question du coût dans la compétitivité globale de l'offre.
Et, Sauf que c'est plutôt ce qu'on répète à satiété depuis quelques années, et on n'entend que ça. Oui, mais encore une fois, moi je ne sais pas parce qu'on répète à satiété quelque chose sans le faire qu'il faut arrêter de le dire. Donc voilà, moi je considère que la solution, si on veut développer le tourisme, et c'est un enjeu considérable pour la Martinique qui a des atouts évidents et admirables, eh ben, il faut s'attaquer effectivement aux questions de coûts. J'y suis prêt, d'ailleurs le gouvernement le fait, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la transformation du CE en baisse de charges, tous ces éléments qui ne sont pas spécifiques au tourisme en Martinique, mais qui sont générales pour l'ensemble de l'économie française, vont évidemment produire leurs effets. Mais je refuse qu'on aborde la question du développement touristique exclusivement sous cet angle. Parce que si on continue à le présenter exclusivement sous cet angle, on est certain de ne pas trouver la solution. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup.